Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode des Tontons Golfeurs. Bonjour à vous deux, comment vous allez les gars? Bonjour Kevin, tout va très bien et toi? Bonjour Kevin, bonjour Antoine. Ah, magnifique. Alors aujourd'hui on va faire un épisode sur jouer en double, jouer en équipe. Voilà, pour un sport individuel c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des moments de golf en équipe. Donc on va vous partager nos expériences, vous expliquer différents formats où on pourrait jouer en équipe et puis aussi les différentes formules, vous les expliquer pour que les formules par équipe n'aient plus aucun secret pour vous. Avant Pourtant, c'est ça, un sport quand même très égoïste et très individuel, le golf. Et non, c'est ça bien c'est pour toi. ça que t'en as Ça, fait ta vie, ouais. Exactement, et c'est pour ça que je vais continuer d'ailleurs. Tu vois, j'ai arrêté ça pendant 5 ans, je vais continuer parce que je pense qu'à moi, je m'en fous. D'accord, merci Antoine pour cette intervention. Sur ces beaux mots, on va faire un petit mot pour nos partenaires et puis après on commencera l'épisode. Eh ben, un grand merci à Golf Planet. Golf Planet qui est un média 100% digital et 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter que vous recevrez tous les lundis pour être toujours au courant des dernières nouveautés du golf international français, enfin international, virgule, français, virgule, et bien évidemment toutes les différentes nouveautés des tontons golfeurs. Vous pouvez aussi télécharger l'application qui est 100% gratuite. Un grand merci à Callaway qui nous aide depuis le début de cette aventure, qui nous soutient. Vous retrouvez l'ensemble des nouveautés sorties directement sur leur site internet, mais également dans vos Pro Shops favoris. Et un grand merci à Wally Club Maker pour tous les montages vidéo, pour les réseaux sociaux, pour tout ce qu'ils font pour moi au quotidien. Et voilà, donc un grand merci à nos 3 sponsors. On commence cet épisode, alors déjà pour resituer dans quel contexte on peut jouer par équipe, en double. Donc ça peut être par équipe en étant en individuel, donc avec chacun qui joue, mais avec un résultat par équipe à la fin. Et ça peut être aussi des formules en double ou même à 3 ou 4 personnes qui jouent cette fois-ci vraiment ensemble avec un score unique. Un score unique ou même les 2 meilleurs scores. Je dirais que ce qui nous concerne le plus, ça va être... Là, selon moi, il y a 3 réponses, donc j'en prends une. Je pense que ce qui nous concerne le plus, c'est que nous, on est les plus souvent confrontés à, ce sont les pro-am, là où c'est du golf par équipe. Donc un pro-am, petit rappel, c'est un joueur professionnel ou une joueuse professionnelle, bien évidemment, avec 3 amateurs qui, du coup, vont jouer une partie tous les 4 ensemble, là où, selon la formule, il y a 1 ou 2 scores qui comptent, le brut et le net ou pas. Mais selon moi, ça, c'est vraiment le golf par équipe qui est le plus joué en France. Ouais. Bon, après, on va citer quand même le tournoi par équipe le plus connu, qui est effectivement La la Coupe des Ryder Ménages. Cup. C'est Ah non, c'est pas la Coupe des Ménages? la Ryder Cup. Ah, il y a la qui, Ryder Cup aussi, ouais. Mais qui, c'est... elle, rassemble différents types de formules qu'on pourra citer tout à l'heure. Ryder Cup pour les hommes, Solheim Cup Sur pour les Cup femmes. pour les femmes, President's Cup pour les hommes. pour les hommes aussi pour un autre format. Il y a évidemment, ça concerne aussi un peu plus de personnes, il y a tous les championnats de France par équipe des clubs. Donc ça peut être première division avec la Gounouillou, Golf First chez les femmes, et deuxième division, troisième division, etc. Il y a le même championnat par équipe pour les entreprises. Pour les mid-amateurs, donc les plus de 25 ans, à chaque fois hommes et femmes, pour les seniors. Oui, pour, seniors, il y exactement. a vraiment beaucoup, mais là on est déjà dans une niche spécifique quand même d'assez haut niveau, alors que par exemple le Pro-Am est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde, ouais. Il y a évidemment le championnat de France parents-enfants organisé par Win Events qui a eu lieu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ou non À la date de l'enregistrement, je ne sais pas quand est-ce qu'on sort cet épisode. Je sais plus donc quand jour on est, mais il me semble que c'est bientôt, donc on peut pas. Voilà, mais en tout cas, on peut dire que la première édition a été gagnée par Gilles et Lucille Parola sur 2 jours. Donc là où sur le championnat de France parents-enfants, on est sur le premier jour qui est joué dans une formule qui est le 4 balles, dont on parlera plus tard, et le deuxième jour sur un Greensome. Donc 2 formules officielles qui permettent de délivrer un titre de champion de France et qui donnent justement un bon goût de ce qu'est le golf familial et de ce qu'est le golf en double en compétition. Et chez les pros, c'était connu sur un tournoi du PGA Tour qui s'appelle le PNC Championship où on a pu voir
Tiger avec son fils, on a pu voir tous les anciens Bernard champions. Langer, John Daly, Annika Sorenstam, les sœurs Corda, enfin vraiment, voilà, c'est vraiment un format qui change et du coup qui plaît beaucoup. Et quand je disais, je faisais ma petite vanne de la Coupe des Ménages, en l'occurrence, la Coupe des Ménages est souvent, les gens ont souvent beaucoup d'entrain à aller jouer des compétitions de double comme ça. Même s'il faut un avocat, un avocat au clubhouse après la partie. Mais et c'est effectivement dans les clubs après que vous pouvez retrouver un paquet de compétitions qui se jouent en double. Effectivement, la Coupe des Ménages. Et puis après, des personnes qui s'inscrivent pour jouer en scramble ou en foursome. Enfin, là, différents types de compétitions en double. Il y a beaucoup d'événements entreprises qui sont joués aussi en double. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de compétitions proposées sur ces formats-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de faire un épisode dessus et vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre les différentes formules et les différents intérêts de chaque formule. Sachant que grosse particularité quand même, on en a parlé dans les championnats de France par équipe, donc il y a le côté de jouer pour son club, là où il y a effectivement les questions de phase finale qui sont en match-play, et il y a du match-play d'ailleurs en double. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est surtout une compétition individuelle, vu que c'est souvent du stroke-play, ou du match-play en face-à-face, mais au sein de notre partie individuelle, on joue pour un club ou pour une équipe ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un mix aussi très particulier du golf par équipe, quand on joue quand même chacun avec sa balle, seul, et que c'est notre score qui en fait rentre dans un score d'équipe. Et c'est vachement sympa, je trouve que ça donne une dimension un peu différente de jouer pour quelque chose de plus grand que soi. Oui, exactement, mais c'est vrai. C'est vrai que tu te bats différemment, tu t'accroches différemment dans la partie et tu te mets une pression qui est aussi différente, qui est parfois bénéfique, parfois néfaste. Tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, oui, c'est les gens aiment bien de façon générale les sports collectifs, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui retrouvent un petit peu ça lors de ces occasions dans les différents championnats. Voilà, on n'a pas cité aussi les championnats d'Europe par équipe, les championnats du monde, voilà, les différentes. Voilà, il y a plein d'occasions de championnats par équipe. Malgré tout, avec tout ce qu'on a cité, c'est vrai qu'il y a un paquet de compétitions en fait par équipe pour un sport individuel. Donc, mais nous, au golf de la Boulie, où Sébastien, tu es passé et Kevin également, les compétitions par équipe, je dis pas de bêtises, ça représente entre 10 et 15%, je dirais, de l'ensemble des compétitions qui sont organisées à l'année. Tu parles des compétitions de clubs ? Comment ? Par de compétitions de clubs internes. Exactement, ouais. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées par des événements privés ou des sociétés qui sont sponsors de compétitions qui sont organisées. Et c'est vrai que c'est génialissime. On garde des souvenirs, moi je trouve, qui sont géniaux de compétitions quand on était beaucoup plus jeune par équipe. Je parle autant des Saint-Sauveur à l'époque, qui datent d'il y a une vingtaine d'années maintenant, qui n'existent plus, qui ont tourné plus sur une autre compétition. Les compétitions qu'on faisait dans les regroupements de ligues avec la fédération et également aussi avec les clubs. Je trouve que la période toujours de mai, c'est la période où il y a toutes les divisions dans les clubs. Je trouve qu'il y a de plus en plus de clubs aussi qui jouent le jeu, d'aller faire ces divisions pour pouvoir tout simplement ou défendre leur titre ou pouvoir augmenter en grade de division. Malheureusement, il y en a qui descendent. Mais je trouve que ce sont des souvenirs qui sont géniaux et il y a une vraie émulsion lorsqu'on est tous ensemble, lorsqu'on se déplace en équipe, qui est hyper jouissive, si je puis dire. Émulation ou émulsion ? Émulsion. Émulsion. Moi, c'est l'émotion. Moi, c'est clairement mes meilleurs souvenirs de golf. Et en tout cas, ceux dont je me souviens le plus, c'est ceux partagés justement en équipe. Parce que, comme disait Seb en rigolant tout à l'heure, de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Mais en soi, c'est vrai. En fait, tu te prends vraiment au jeu quand tu représentes ton club, quand tu représentes ta ligue, quand tu représentes ton pays. Chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire, et vous aussi, c'est quand même super sympa de garder ces souvenirs-là et de se battre pour autre chose que son petit index ou son petit classement ou son petit tournoi. L'avantage, c'est qu'on ne va pas régresser dans son index lorsqu'on fait une compétition. Mais à plus petite échelle, vu que là, ça parle quand même beaucoup de haut niveau. Moi, je sais que si j'étais amateur de club, je pense que ce qui m'amuserait le plus, c'est d'aller faire la compète dans mon club avec mes potes, juste un scramble, un 4 balles. En fait, je pense que c'est ce qui m'amuserait le plus.
D'aller faire des compétitions avec des copains. Tu choisis le pote avec qui tu joues, tu te fais ta petite souterraine avec les copains qui sont dans une autre, puis à la fin de la partie, tu bois une petite bière ou un truc comme ça. Enfin, tu viens passer un moment un peu en pro-am en soi. Tu viens passer un moment ultra convivial, en fait. En soi, en pro-am, c'est plutôt sympa. La plupart du temps, nous, sur les pro-am qu'on organise par exemple avec Win Events, on essaye de faire toujours une formule qui est le Chamble, qu'on vous expliquera, qui est quand même assez sympa et pas trop difficile, ce qui permet de passer quand même un moment hyper convivial. Et moi, j'ai plein de bons souvenirs en pro-am à chaque fois avec les gens avec qui on participe, parce qu'on se marre, parce que c'est hyper convivial et qu'on garde des bons moments. Donc, effectivement, c'est des moments en tout cas hyper sympas. Ouais, parce qu'on va développer effectivement les différentes formules qui existent. Il y en a qui sont beaucoup plus compétitives, d'autres un peu plus conviviales, où c'est vraiment un grand partage et parfois des mauvais coups sont joués, mais ça n'a aucun impact sur l'équipe. Ou d'autres, par exemple, ça demande d'être beaucoup plus solide. Donc effectivement, en fonction des compétitions qui sont organisées, le choix de l'adversaire, tout ça sera important. L'adversaire du coéquipier, excuse-moi, sera important. Alors, alors, on va détailler 5 formules, si on n'en a pas oublié d'importantes. En tout cas, les plus importantes, ouais. On va parler du 4 balles, du foursome, du greensome, du scramble et du shamble. On les prend une par une et on dit direct l'avantage de chaque formule et quel est l'intérêt de choisir quel est l'intérêt? Non, l'intérêt, on le sait, mais comment choisir un partenaire pour essayer de faire former la meilleure équipe? Ouais, moi vu que tu t'es un peu posé la question et jeté le truc comme ça, le pavé à la mer, je vais me permettre de prendre la formule que je préfère. Moi, c'est le scramble. Okay. Moi, c'est le scramble qui m'amuse le plus. Donc, petit rappel du scramble, c'est imaginons on joue tous les trois, on tape tous les trois le drive au 1, et puis c'est Antoine qui a tapé le meilleur drive, et puis donc, du coup, on va jouer de la balle d'Antoine. Ça n'arrive pas du tout. C'était pour faire comprendre que toute ressemblance avec la réalité n'était que fiction. C'était pour citer personne, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et on prend le drive d'Antoine parce qu'il n'est pas très loin du green. Et puis c'est trop bien, du coup on a tous les trois un chip, alors que Kevin et moi on avait tapé un drive nul. Et puis là, on chip avec Antoine, on fait 2 mauvais chips. Et là c'est Kevin qui fait un chip exceptionnel qui met à 1m20 du trou, c'est trop bien. Et puis Antoine rate, Seb rate. Et Kevin met encore. Donc Kevin, même s'il avait tapé un drive nul, du coup... il a fait un chip et un putt qui ont fait faire birdie à l'équipe. Pendant que Antoine a tapé juste un bon drive, mais après le reste, c'était pas terrible. Et puis, on s'en est sorti. Et Seb, qui a fait un trou pas terrible du tout, il fait birdie quand même. Et je trouve que c'est un moment vraiment très convivial d'essayer d'aller faire des scores pour toutes les personnes qui font un scramble, d'essayer de faire un score qu'il n'est pas capable de faire tout seul. Et ça, je trouve ça assez sympa. Et ça, c'est une formule, effectivement, où les scores sont plutôt bas. Et en plus, franchement... c'est l'esprit humain, il fait des raccourcis. C'est que moi je vois des personnes, je te jure, faire des super scores en scramble et presque au bout de quelques temps intégrer comme si c'était eux qui avaient joué tout seuls, tu sais. Ouais, et surtout des super coups, des coups qu'ils n'ont pas l'habitude de faire sur le parcours. Ils sont en confiance, ils prennent de la confiance, mais c'est super. Et je trouve que l'intérêt de cette formule, et je la conseille aux débutants par exemple qui ont de la chance de pouvoir évoluer avec des joueurs qui jouent mieux qu'eux, d'essayer, ou leur conjoint, de faire cette formule-là. C'est vachement sympa parce que ça vous permet de mettre moins de pression sur le fait de retarder le jeu, de devoir aller chercher vos balles à droite, à gauche. Et en fait, ça vous permet déjà d'avoir une première aperçu du rythme d'une partie, de taper tous vos coups. Vous pouvez mettre en place ce que vous avez travaillé avec votre entraîneur sans avoir trop de pression que ça marche ou que ça ne marche pas, parce qu'effectivement, vous pouvez vous appuyer sur 1, 2 ou 3 personnes qui sont dans la partie et qui peuvent faire un coup qui serait meilleur que vous. Donc, et en même temps, ça vous permet, souvent, vous faites jouer quand même la personne qui joue sur le papier le moins bien en premier. Et du coup, vous, si vous êtes débutant, ça va vous permettre de jouer les putts, par exemple, en premier aussi. Et puis, parfois, c'est vous qui allez terminer le trou et vous aurez l'impression d'avoir fait participer intégralement à la réussite du trou. Donc, je trouve que c'est une super formule. Ça reste quand même, je pense, peut-être la plus facile, clairement, la plus facile des 5 qu'on va citer. Donc voilà, pas hésiter à la faire. C'est un moment convivial, c'est sympa, on fait des bons scores, on peut tenter des coups.
Moi, ce que je trouve de très sympa aussi, pour rebondir par rapport à l'épisode qu'on a sorti il y a 2 semaines, quand vous êtes dans une période qui est un peu moins bien, même si là on revient sur du golf individuel, c'est juste pour utiliser la formule pour soi, c'est que c'est même hyper intéressant à faire quand vous êtes en manque de confiance, de vous faire un scramble mais tout seul. Tu vas faire 9 trous et puis tu joues 2 balles et tu prends tout le temps la meilleure. Et tu peux même presque essayer de faire un score. Alors là, si même avec 2 balles, le score il est catastrophique, effectivement, là, on en revient à l'épisode d'il y a 2 semaines, c'est faire une petite pause, ça va être bien. Ça va être très bien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que votre meilleur, il n'est pas si mauvais que ça, en fait. Donc, ça permet aussi de reprendre un peu confiance. Pour ceux qui se disent je ne vais pas aller faire un scramble tout seul, moi, quasiment tous les hivers, il y a un moment là où quand, justement, les conditions climatiques deviennent un peu compliquées et que je ne suis pas parti pour m'entraîner au chaud parce que je veux être en famille ou je veux juste être chez moi, je fais des scrambles de temps en temps. Et en fait, c'est pour garder le contact avec des scores bas malgré tout. Et puis parce que c'est motivant, c'est sympa de commencer un parcours par 5 birdies ou si vous êtes 18 d'handicap, par commencer par 5 parts ou 6 parts. Peut-être même être -1 après 6, après 7. Enfin, c'est grisant, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Et puis vous dire qu'en fait, vous avez les coups pour pouvoir faire des meilleurs scores. Il faut juste arriver à les sortir à la suite. Rappelez-vous que l'impossible n'est qu'une suite d'éléments possibles. mais oui, c'est sympa. Et c'est pour reprendre confiance, c'est très bien. Alors, si on veut dire un scramble à 4, comment bien choisir ses partenaires? Bon, l'histoire, elle est assez simple. Hein. Si c'est à 4 et que des meilleurs que vous. Oui, que des meilleurs que vous. Mais quelqu'un qui tape fort au drive et qui met bien en jeu, quelqu'un qui tape bien les fers pour les par 3 et qui les attaques de green, quelqu'un qui chip bien et quelqu'un qui putt bien. Bon, voilà, vous avez le combo parfait. Hein, et si vous êtes le meilleur joueur du club, monnayez vos services. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Donc après, on peut peut-être partir sur le shamble, qui est une sorte de scramble, mais peut-être un peu moins, un peu plus difficile, qui est la formule que nous on propose sur les programmes et de plus en plus de programmes et d'événements d'ailleurs. Donc nous on les propose aussi, mais c'est le cas sur beaucoup d'événements. Alors un shamble, ça va être quoi comparé au scramble? En fait, ça va être un scramble, mais que sur le premier coup. Donc en fait, tout le monde va taper le premier coup, que vous soyez 2 ou 4. On prend le meilleur drive ou le meilleur coup de fer si vous êtes sur un par 3. Et de là, tout le monde va reposer sa balle, jouer et terminer le trou de son côté. Tranquille. Ouais, ça permet tout simplement au moins d'assurer en majorité une mise en jeu plutôt correcte, parce que c'est vrai que le départ d'un trou, c'est l'ouverture du trou, et que la plupart du temps, vous vous retrouvez aussi dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Donc normalement, si vous faites un shamble à 3 ou à 4, il devrait y avoir une mise en jeu qui soit correcte. Ça vous permet au moins d'assurer cette partie-là. C'est drôle d'ailleurs sur... Ouais, et puis alors pour les formules justement de pro-am ou d'événements, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ça permet d'accélérer le jeu et effectivement, comme dit Antoine, de jouer très souvent du farewell deuxième coup. Et en même temps, vous terminez, vous avez l'impression de jouer tout seul, de terminer votre partie, votre score. Et c'est vrai que quand tu viens jouer un événement et qu'en plus tu as la chance de pouvoir jouer sur des super parcours, tu as envie de pouvoir jouer un petit peu ta balle de ton côté, faire un petit peu tes différents coups. Et c'est vrai que quand il y en a un avec qui tu joues qui rentre le putt, tu puttes pas en fait. Donc voilà, je trouve que c'est une formule, moi, que je la trouve top. Je trouve que pour tous les événements à 4 personnes ou 2 personnes, quand c'est surtout du loisir, je trouve que c'est la meilleure formule pour accélérer le jeu, pour prendre du plaisir et pour avoir l'impression de faire un score quand même un minimum. Ce qui est marrant, c'est à quel point les joueurs s'approprient le score du trou. Par exemple, ils ont beau avoir tapé un coup horrible sur un par 3, il y a un de leurs partenaires qui a tapé un super coup. Et eux, vu que c'était le premier coup du trou, ils peuvent jouer le trou. Donc du coup, ils puttent le putt de 4 mètres et ils le mettent. Et à la fin, ils vont te dire « Hey, j'ai fait birdie au 5 ». Alors, oui et non. Tu as mis le putt pour birdie qui suivait le super coup de fer de ton pote. Mais toi, tu étais plugué dans le bunker, tu n'allais pas faire birdie, mon pote. Hein. Mais du coup, c'est ce qui est assez sympa, en fait. C'est que du coup, tu t'appropries un score d'un trou. Parce que ça t'a fait vivre ta partie et tu as l'impression d'avoir joué la balle tout seul. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Et tu le vois, il y a certaines personnes, nous on en connaît parce qu'on en a en stage de temps en temps, ils veulent vraiment jouer leur balle, quoi. Ils veulent vraiment jouer leur balle. Et donc tu le vois que quand on prend pas leur balle, par exemple, et que leur balle est aussi sur le green, tu sais, ils vont y aller et puis ils puttent quand même rapidement leur balle, tu vois, pour voir si elle serait tiens, j'aurais fait birdie tout seul sinon, etc. Ils aiment pas, tu vois, ils veulent absolument finir leur trou.
Et donc, du coup, quelle meilleure formule pour finir son trou que de faire un 4 balles? Ouais. Juste pour finir sur le Shamble, je trouve que c'est une bonne transition, on disait par rapport à l'épisode précédent, sur le fait de reprendre aussi confiance dans une seconde étape. Donc ça, c'est peut-être une fois que quand vous êtes débutant, que c'est les premiers parcours, vous faites du scramble. Bah là, vous faites une seconde étape avec le Shamble où c'est plus que sur la mise en jeu que vous êtes aidé. Sur le reste, après, ça vous permet d'accélérer le jeu, d'embêter personne et pourtant de jouer vos coups et de commencer à vous approprier justement votre score. Donc je trouve que c'était aussi une bonne remarque par rapport au scramble que tu disais tout à l'heure. Là, avec le Shamble, je trouve que c'est l'étape d'après. 4 balles. Antoine? Je sais pas ce que c'est le 4 balles. C'est quoi déjà? C'est quand tu vas jouer l'Albatros en plein hiver et que tu n'as que 4 balles dans le sac. 4 balles, qui est l'une des formules utilisées en Ryder Cup, hein, qui est la formule en Ryder Cup qui permet de voir le plus de birdies. Tout simplement, vous jouez votre balle, vous êtes une équipe de 2 la majorité du temps, et vous jouez votre propre balle. À la fin du score, on prend tout simplement le meilleur. À la fin du trou, on prend tout simplement le meilleur score. Si vous faites 5 et votre coéquipier fait 4, vous marquez 4 sur le score. Donc c'est sur la carte, excusez-moi. Donc c'est vrai que ça peut se jouer en 4 balles aussi, hein. À 4 balles, c'est pour ça que je parlais essentiellement de ce qu'on voyait sur la Ryder Cup, mais les 4 balles pour la Ryder, également en 4 balles bien évidemment. Mais je trouve que c'est une formule par équipe aussi qui est sympa parce que du coup on joue sa balle véritablement, mais on a vraiment l'esprit de se dire on joue, on prend le meilleur score individuel pour l'équipe. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa de la faire à 4 parce que du coup on a plus le droit à l'erreur, on va dire, on a 4 chances de pouvoir faire le meilleur score, alors que si on l'a fait qu'à 2, on n'a qu'une chance. Et puis il y a des stratégies qui peuvent apparaître. C'est sympa de se dire, attends, toi tu tapes plus fort, donc tu vas essayer d'attaquer. Nous, on va essayer d'assurer la mise en jeu pour essayer d'assurer un score. Enfin, il y a toute une stratégie qui est quand même sympa à mettre en place. C'est une formule aussi qui se joue. Historiquement, c'est la formule de Pro-Am, où on joue les 4 balles et on prend les 2 meilleurs scores ou bruts ou nets. Donc net, c'est par rapport au fait que voilà, si vous êtes 20 d'index et que vous avez un coup sur le trou, comme disait Antoine, si vous faites 5 et que l'autre personne fait 5, en fait, si l'autre personne est 0 et que vous êtes 20, on prend votre score parce que vous avez fait 4 en net. Voilà. Même si vous avez fait 5 en brut. C'est le fameux 5 qui font 4. 5 qui font 4, exactement. Et donc ça, 4 balles, très utilisé effectivement, comme tu disais en Ryder Cup, mais aussi sur des compétitions à plus haut niveau. C'est une formule très sympa qui prend un peu plus de temps, parce que forcément vous jouez 4 balles. Donc du coup, qui est la plus individualiste des épreuves de double. Ouais. Mais qui est aussi, comme on dit, un peu la... C'est pas la formule de puriste, mais en tout cas, voilà, c'est un peu chacun sa balle, on fait les comptes à la fin, on adapte un peu la stratégie en fonction de ce qu'a fait son pote, parce que son pote est très bien placé, donc on peut se permettre, même si le coup est un peu difficile à taper, d'agresser le trou, parce que ça sert à rien d'aller assurer de faire 5 sur le trou, si on est sûr déjà que notre pote va faire 4. Autant essayer de faire 3 d'un endroit improbable. Donc il y a des petits ajustements de stratégie à faire, on le voit souvent effectivement en Ryder Cup. Sur des par 5, là où les joueurs ne sont pas forcément placés aux mêmes endroits, ça va adapter la stratégie. Mais la plupart du temps, c'est une formule qui permet vraiment de jouer, on va dire, de manière un peu plus agressive que d'habitude, mais tout en étant aussi conscient que ça serait quand même dommage de faire un mauvais score au même moment que son partenaire. Donc il faut quand même y aller mollo et avoir une certaine intelligence de jeu pour bien jouer le 4 balles, qui n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. On en vient à la deuxième formule de Ryder Cup, qui est le foursome. Donc le foursome, Seb, qu'est-ce que c'est? Alternate shot pour nos amis anglais qui le dit bien mieux que foursome. Donc alternate shot, c'est coup alterné. Donc c'est à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Et c'est juste qu'on décide de joueur A prendra le départ des joueurs impairs et joueur B prendra le départ des trous pairs. Donc on choisit un joueur pour pair et impair. Et un joueur ne tape jamais 2 coups d'affilée. Donc c'est une formule de jeu qui est exigeante déjà parce qu'on a peu de rythme, parce que on tape qu'un coup sur 2, qu'on peut se retrouver à ne pas avoir de putt de plus de 50 cm pendant 4, 5, 6 trous, parce que c'est comme ça que ça finit par se goupiller. Tout comme il peut y avoir un passage là où pendant 3-4 trous on tape pas de drive. Donc c'est une formule qui est pas facile déjà dans le sens rythme de jeu, parce qu'on tape beaucoup moins de coups.
même si on fait de mauvaises journées. Tu as beaucoup moins de coups que quand on est seul. Et puis aussi sur ce côté, voilà, de temps en temps, il y a un club qu'on joue pas pendant un bon moment. Et puis le seul moment là où on a un putt important à mettre, c'est un putt de 2 mètres, sauf que ça fait 1h30 ou 2 heures qu'on n'a pas fait de putt de 2 mètres. Donc c'est une formule qui est vraiment pas facile, c'est de se mettre dedans. C'est une formule là où on a tendance à beaucoup le culpabiliser quand on tape un mauvais coup, je trouve. Parce que revenir sur la partie émotionnelle et mentale de cette formule. Tu tapes un mauvais coup et alors oui, tu peux avoir été, on parlait du 4 balles juste avant, tu peux être en 2 sur le green pendant que ton pote a ramassé parce que ça va pas, et tu fais 3 putts, tu fais bogey, effectivement c'est dommage. Donc là tu as un côté culpabilisant. Mais en foursome, ton pote tape un drive fantastique, et puis toi tu tapes un coup de fer et tu le mets contre un arbre derrière le green, ou hors limite, ou gratte dans l'eau, ou j'en sais rien, bah, tu as un côté, tu lui as gâché son drive qui te mine. Je trouve que c'est une formule émotionnellement qui est pas facile, parce qu'on a souvent envie en fait, presque de pas trop mal faire. Et en cherchant à pas trop mal faire, bah, c'est souvent en plus là où on se met de temps en temps à taper plus de mauvais coups que d'habitude. Donc le foursome, c'est vraiment une formule exigeante. Ouais, c'est la formule la plus difficile, tout simplement, qui existe, je trouve. C'est pour ça que nous, on est invaincu. Ouais. On a vaincu, c'est vrai, exactement. On n'a pas perdu un foursome sur nos tournois en équipe qu'on a joué, notamment la Gougnou en première division amateur. Ouais, parce que sinon, tu as perdu des internationaux de France de foursome. Non, moi je me souviens pas. Moi j'ai gagné 2 éditions. Non, je suis désolé. Moi je me souviens pas de ça, Sébastien. Je suis désolé. Moi j'ai gagné en double avec Antoine Rosner et avec Sébastien Gandon, que je salue. Et non, moi c'est une formule vraiment que j'affectionne. Et moi avec Pipitch Leclerc, j'ai gagné là-bas. Ouais, non, on s'en souvient pas. On en a rien à faire. C'est vraiment une formule que j'affectionne et dans laquelle j'ai rarement perdu. Pourquoi ? Parce que tu tapais que la moitié des coups. Exactement. Et on gardait que mes meilleurs coups. Non, c'est une formule, je pense, où il y a une grosse partie mentale, mais en fait pour essayer de faire ressortir le meilleur de ton partenaire en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je faisais assez bien, d'arriver à faire performer les gens qui étaient avec moi et de les mettre dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est une formule, comme disait Seb, où tu peux vite culpabiliser. Et je pense que, en tout cas j'espère que c'était pas le cas quand je jouais avec les différents gens. Avec qui j'ai joué. Antoine, c'est différent. J'en avais rien à faire de le mettre dans des situations de merde. Parce que je m'en sortais tout le temps, de toute façon. Donc, j'étais très content, au contraire. Ça l'excitait un petit peu de me voir dans la merde. Mais pour le coup, comparé aux autres formules, je trouve que c'est une formule où il ne faut pas forcément avoir le même jeu. Il faut avoir vraiment un jeu qui est peut-être presque opposé de temps en temps, qui permettent en fait d'être très complémentaires. Et notamment, par exemple, avec Antoine qui chipait très très bien, en fait, moi qui avais un jeu plutôt agressif, c'est-à-dire que soit je faisais un très bon coup, et il puttait très bien aussi, donc il mettait le putt, soit quand je loupais le green, qui moi m'aurait un peu pénalisé par rapport à mon chipping, lui en fait c'était encore une force. Donc en fait, nous c'était pour ça que ça marchait très bien. Parce qu'au final, on avait quoi ? On faisait quoi ? C'était moi qui prenais les par 3, voilà, par exemple. Ouais, parce que comme ça, quand je loupais la mise en jeu, que je loupais le green au par 3, en fait, il chippait magnifique. Donc derrière, on faut sauver souvent le par, où on pouvait même faire un birdie s'il rentrait le chip. Et on essayait, par exemple, que les par 5, ça soit moi qui ai le drive. Enfin, voilà, et c'est vachement sympa parce qu'il y a vraiment une stratégie à comprendre pour qui prend les pairs, qui prend les impairs. Et effectivement, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Donc ça, c'est une formule très sympa en tout cas à jouer et effectivement qui est très exigeante et qui moralement est pas évidente parce que comme disait Seb, en fait c'est pas toi qui assume ta connerie quoi. Quand tu fais un mauvais coup, c'est pas toi qui joue le coup derrière, tu vois. Donc c'est pas évident à gérer. Ça peut créer un peu de la frustration ou de la nervosité de pas vouloir louper le coup pour pas mettre son pote dans une mauvaise situation et en même temps de pas pouvoir se sauver après un mauvais coup. Donc c'est une formule très intéressante que je conseille si vous voulez souder un couple et savoir si c'est votre partenaire pour toujours. Ça peut être une bonne occasion en foursome de voir comment ça se passe. Un foursome est bien plus efficace que de vivre ensemble. Si c'est tordu dans votre couple ou dans votre amitié, vaut mieux éviter ce genre de formule, effectivement. Et on a la version un petit peu plus gentille du foursome. On joue au championnat de France par enfant, d'ailleurs, Seb l'a cité tout à l'heure.
Donc le Greensome, Antoine? Le Greensome, en fait, c'est un peu un scramble, mais uniquement sur le premier coup. C'est-à-dire que ça va être une formule, de toute façon, comme le foursome, vous allez pouvoir jouer ça qu'à 2. Donc, bien important aussi de le préciser, que ce soit le Greensome ou le foursome. Mais le Greensome, vous allez tous les deux taper une mise en jeu. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Et à partir de ce moment-là, vous alternez. Donc, c'est un mélange de scramble sur le premier coup et ensuite vous partez en foursome. Donc ça demande un petit peu comme le shamble, j'ai envie de dire. Comme le shamble est au scramble, là voilà. C'est un peu le greensome qui est au foursome. Exactement. Donc ça vous permet au moins d'essayer, d'avoir une erreur possible, j'ai envie de dire, sur la mise en jeu. Et à partir de ce moment-là, au moins vous laissez l'opportunité derrière d'être sur cette compétition, sur cette formule qui est un petit peu plus compétitive dès le deuxième coup, un peu plus difficile, tout en ayant quand même le confort sur le premier coup avec cette possibilité de choisir la meilleure balle. Donc c'est assez sympa. Et ce qui est sympa sur cette formule, c'est qu'en fait, il y a une stratégie aussi qui est de ne pas forcément prendre la meilleure mise en jeu. Parce que si, en fait, il y a une mise en jeu, certes, vous êtes 10-15 mètres plus loin sur le fairway, et l'autre est quand même sur le fairway, 10-15 mètres plus loin, et qui joue mieux les coups de fer, en fait, il y a peut-être plus intérêt à prendre l'autre balle qui est moins bien placée pour que ça soit l'autre qui joue parce qu'il est meilleur dans ce style de coup, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment une stratégie qui n'est pas forcément basée sur le meilleur coup, mais sur qui va réussir à mieux s'en sortir sur le deuxième coup. Et parce que, on ne peut pas anticiper 3-4 coups à l'avance, mais déjà sur le deuxième coup. Ouais, c'est vrai que du coup, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi un effet sur les par 3 qui peut être intéressant parce que vous pouvez vous permettre aussi d'avoir ce côté peut-être un peu plus agressif parce qu'encore une fois, on est sur le coup qui va vous permettre d'essayer d'aller faire le birdie le plus rapidement possible. Vous avez 2 coups depuis un par 3, donc c'est là où il y a beaucoup de birdies qui se créent, je trouve. Donc en même temps, essayer d'être agressif sur les par 3, sur les mises en jeu, mais essayer d'aller chercher potentiellement plus de et notamment sur les greens, par exemple, sur les par 3, parce que vu qu'on choisit pour le coup le putt, on a souvent tendance à prendre le putt le plus court, mais parfois il y a des putts qui sont plus courts mais qui sont injouables, et parfois tu as un putt qui est plus facile, ou qui est droite-gauche, ou etc. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies stratégies dans les différentes formules pour essayer de se laisser pas forcément tout le temps le coup le plus court, mais parfois peut-être le plus facile ou qui va faire jouer le joueur que vous avez envie qu'il joue ce coup. Voilà, c'est vrai que toi, Kevin, qui drivait extrêmement bien sur ce genre de formule, ce qui peut être assez sympa, c'est pour peut-être mettre un peu moins de pression à la deuxième personne. Toi, tu mets un gros drive en plein milieu, l'autre personne est un peu plus détendue derrière pour pouvoir essayer de mettre un bon drive. J'ai toujours fait l'inverse, moi, en golf par équipe. Moi, j'ai toujours la personne qui est la plus en difficulté à chaque fois sur un secteur, de lui dire vas-y joue, de toute façon je suis derrière, t'inquiète pas. Mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est comme ça que tu rends les personnes plus détendues pour jouer. Ouais, tu vois, par exemple, avec Olivier Rosner, nous, on a gagné l'année dernière les championnats de France de double des enseignants. Lui, drive extrêmement fort, extrêmement bien. Il prenait le risque, du coup, d'y aller directement. Et vu qu'il drivait absolument parfait, moi, il me permettait d'être relâché. Ouais, mais s'il tape mieux que toi et plus long, quel est l'intérêt s'il l'a mis au milieu? Ouais, moi, je vois plus le truc où toi, tu fais railler bien un coup de fer 2, tu vois. Et d'ailleurs, nous, on jouait comme ça quand on jouait tous les deux. Tu mettais un coup de fer 2 ou un coup de bois 3 plein milieu. Et une fois que c'est au milieu, je pouvais taper vraiment un gros drive. Ou si jamais tu la loupais, à ce moment-là, c'est moi qui retapais un coup safe, tu vois, du départ. C'était la stratégie qu'on avait adoptée avec Olivier. Et c'est quelque chose qui nous correspondait plutôt bien parce que lui, il y allait, il envoyait un gros fouet. Et de toute façon, il prenait 12 fairways sur 14. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment votre point fort, la stratégie, à vous deux sur le... Écoute, apparemment oui, puisqu'on a gagné. Donc, Non, ça c'est autre chose, c'est parce que vous êtes très très fort. Ça. Ok, donc ça c'était les différentes formules. Ça c'est les formules, on va dire, les plus fréquentes. Ouais. Il y a une formule aussi qui en réunit plusieurs, qui est sympa, qu'on entend de moins en moins. Je ne sais pas si vous voyez de laquelle je veux parler ou pas. Le Chapman. Le Chapman. Alors, il y a le Chapman et le Patsom. Ouais, moi j'avais le Patsom. Mais je ne sais plus lequel est lequel. Il y en a un, c'est un double foursome déjà. Il y en a un, c'est un double foursome, l'un des deux. Je crois, il faudrait que l'un de vous deux vérifie s'il a son téléphone en même temps ou un ordinateur, mais vu que tous nos écrans sont... allez, je vais le faire. Alors, attends. En tout cas, il y a le Chapman et le Patsom. Il y en a un, donc je crois que c'est le Chapman, là où c'est un double foursome. Là où les deux joueurs tapent le départ, ils alternent les balles et ils ralternent après. Donc c'est vraiment, on joue 2 balles et on prend la meilleure. Et ensuite, l'autre formule, donc soit c'est le Patsom, soit c'est le Chapman. Je suis en train de parler là. Et
Et ensuite, l'autre, c'est qu'on fait 6 trous d'une formule, 6 trous d'une autre et 6 trous encore d'une autre. Et il doit y avoir du 4 balles, du greensome et du foursome dans les 3 formules utilisées. Alors, ça, je suis sûr sur la deuxième que tu viens de dire sur le patsum. Par contre, sur le Chapman, foursome américain aussi appelé, chaque joueur de l'équipe frappe une balle. Deuxième coup, les joueurs échangent leur balle et jouent le deuxième coup. Après le deuxième coup, l'équipe choisit la meilleure balle. Et à partir de là, les joueurs en alternance jusqu'à la fin du trou. C'est un double foursome. C'est un double foursome. En fait, c'est un double greensome presque, ou double green foursome. Sur les deux premiers coups, quoi. Comme vous l'entendez, c'est une formule qui est assez complexe, donc elle est quand même moins aussi jouée dans les clubs. Mais qui est hyper sympa. Moi, je l'ai joué avec ma sœur sur des doubles locaux là, en région Rhône-Alpes. Et franchement, c'est super sympa. Ce qui, du coup, on appelle vite un peu le double foursome. Et franchement, c'est hyper sympa. Et du coup, le patsum que tu disais, qui enchaîne tous les 6 trous, tu changes de formule, avec les différentes formules que ça va citer. Mais bon, il ne faut pas s'embrouiller, parce que ça, tu crées une compétition comme ça, et tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe à un moment ou à un autre. Et puis tu fais des parts du 1 et du 10, comme ça, il y en a, ils font 3 trous, une formule, ensuite 6 trous, ensuite refont 6 trous, et ensuite 3 trous, comme ça. Là, on vient de perdre... Il y a 50 auditeurs qui viennent de se déconnecter, je pense, depuis qu'on a parlé de ces 2 formules-là. Donc voilà, sur les différentes formules, est-ce qu'on se dirait pas, on se ferait un petit pas de challenge, mais une petite question sur votre 4 balles, non, on va pas dire ça, si 4 balles, non, votre scramble idéal. Si vous devez choisir 3 autres joueurs pour jouer avec vous, ça serait qui? Alors pas sur le côté sympa de l'histoire, si vous deviez faire le meilleur score et qu'on pouvait prendre n'importe quel joueur au monde, quels seraient les 3 joueurs professionnels avec qui que vous prendriez pour l'équipe? Actuel ou de l'histoire? Ça, c'est allez, on va dire dans l'histoire. Dans l'histoire, au moment où ils étaient peut-être au plus haut, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, qui sont au plus haut niveau, à leur plus haut niveau. Moi, je vais prendre Tiger, Jack, Nicklaus et Ben Hogan. Ça fait 4 personnes. 5. Non, c'est Tiger, Jack Nicklaus, Ben Hogan. Et puis, moi, je viens avec eux, mais ça va être pour faire les sandwichs ou pour laver les clubs. Alors, maintenant, 3 joueurs d'actualité. 3 joueurs d'actualité. Rory, je suis surpris que tu n'aies pas pris Ballesteros quand même. Mais, mais vu comment les 3 autres y jouent, il n'y a pas besoin de faire des recoveries et du chipping. Ouais, mais tu rigoles bien. Ah, sûrement. Et avec 3 joueurs actuels, moi, ça serait Rory, Scotty et Antoine Schwartz. Là, c'est beau. Pourquoi? Pour l'ambiance, c'est ça avec moi? Non, il épluche les bananes super bien. Non, Rory, Scotty. Rory, Scotty, il faudrait un petit Luke Donald pour wedging. Wedging. Ouais. Toi? Écoute, moi je prendrais mes meilleurs potes. Moi je prendrais Kevin, Sébastien et Olive parce que j'ai envie de passer un moment convivial et j'ai envie de vous voir aussi en scramble avec moi. Et j'aimerais qu'on fasse 36 trous dans la journée. Parce que c'est vrai que 3 joueurs professionnels actuels, il a raison. Ouais. Exactement. Donc non, c'est le côté vachement convivial et je trouve que c'est ce qu'on retient aussi un petit peu de ce qui a été dit. Je trouve que ces formules sont autant compétitives. Je suis à 2 doigts de pleurer. Ça me touche beaucoup. Autant compétitives. Je pleure. Je pleure. Donc c'est pour ça que j'imagine bien et ce sont des choses certainement qui ça serait peut-être la partie la plus drôle de ta vie. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça serait sûrement la plus drôle. Ouais, c'est sûr. À mon avis, il y aurait des sourires à chaque trou. On se charrierait sur tous les trous. Mais ouais, c'est ça. C'est la partie conviviale entre potes. Je préférerais largement ça plutôt que choisir la partie idéale avec comment il s'appelle. Mais il avait demandé pour faire le meilleur score possible. C'est pour ça que j'ai répondu ça, moi. Parce que sinon, très franchement, je pense que pour tout le monde, ça va être joué potentiellement avec ses parents et avec ses enfants si on en a. Ouais. Moi, je pense que je pars jouer avec Feu, un de mes grands-parents qui joue au golf, et mes 2 parents, ou avec mes sœurs, ou avec des enfants si j'en avais. Franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus sympa que de faire un scramble à 4 comme ça.
Vraiment le côté attractif de ces tournois parents-enfants. Pour y avoir été... Ça commence à se voir beaucoup que tu fais de la com. Que je fais de la com. Non, mais l'événement est passé déjà. En tout cas, la clôture est passée quand l'épisode... mais ça se voit beaucoup. Donc tu peux en parler un peu plus du coup ? Et j'ai eu la chance d'être directeur du tournoi, vu que monsieur Sébastien Gros ne pouvait pas être présent. Et c'est vrai que le plaisir qu'ont pris les gens, qui prennent les gens avec l'année dernière et cette année à jouer cet événement, ils sont tous comme des fous parce qu'ils partagent un moment d'exception avec leur père, leur mère ou leurs enfants. Et tu vois souvent en plus des enfants, alors peu importe l'âge, ils peuvent être des enfants adultes comme des enfants plus jeunes. Et tu vois qu'il y en a certains qui s'énervent, et des parents qui s'énervent, et les enfants qui disent mais pourquoi tu t'énerves ? On est bien là, on est bien tous les deux là en train de jouer, etc. Et franchement, c'est des moments vraiment super. Super, et je sais que les gens ils repartent tous avec des étoiles dans les yeux après avoir vécu ces 2 jours, qu'ils aient bien joué ou mal joué, ce qui est assez rare sur des événements. Et c'est quasiment l'événement où j'ai eu le plus de remerciements avec Stan qui était sur place aussi, sur peu importe que les gens aient bien joué ou pas. C'est rare que quelqu'un qui a quand même mal joué vienne te remercier à la fin de l'événement en disant c'était incroyable, et là c'est le cas, quoi. Donc vraiment c'est une belle initiative qu'on doit remettre à Sébastien qui avait eu l'idée de ce lancement de tournoi. Mais en tout cas c'est un événement qui est joué aussi dans des clubs vraiment cloisonnés dans le club, et c'est vraiment toujours des bons moments que vous passez en équipe. On est pas mal sur l'épisode. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres expériences ? Moi, je reviens sur la particularité. Je reviens sur la particularité que représentent les pro-am. De justement en fait avoir la chance de pouvoir monter une équipe qui peut de temps en temps, comme on aime bien dire, oh ça c'est une équipe de net, ou oh ça c'est une équipe de brut. Enfin que c'est assez sympa en fait de pouvoir jongler avec ça, avec un pro qui de temps en temps en plus de ça peut être le pro avec qui vous prenez des cours, donc qui du coup peut vous voir sur le parcours. Ça va pas être son rôle de vous faire un parcours accompagné, mais en tout cas il va vous voir avec une carte dans la poche pour voir un petit peu comment vous vous débrouillez dans ces moments-là, quand il n'est pas là derrière vous à vous donner des conseils, que là il est juste là un peu en observateur. Et puis ça permet souvent, vu qu'en général même les joueurs enseignants qui, même s'ils n'ont pas joué sur les circuits professionnels, qui ont quand même un niveau de jeu qui est quand même intéressant et qui peut être meilleur que quand même la plupart des amateurs. Donc c'est aussi sympa en fait de pouvoir avoir accès à du bon jeu et du coup à aller faire des scores qu'on ne peut pas toucher avec une équipe que de copains ou autre quand on n'est que 2 ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un format qui est quand même hyper sympa en fait de partage et de découverte de un peu mieux que son propre niveau à soi, quoi. Et si vous n'en avez jamais joué, je vous invite vraiment à essayer de vous renseigner auprès de votre pro ou auprès des différents organisateurs de Pro-Am, chose qu'on fait aussi avec Sébastien. On vous trouvera toujours un pro qui s'occupera bien de vous. C'est vraiment une expérience à faire, alors en espérant tomber avec un pro effectivement qui joue le jeu et qui s'occupe bien de ses amateurs. Pas oublier, je fais un rappel pour les pros qui peuvent nous écouter, que les pro-am c'est pour les amateurs, le but c'est pas vous. Donc ce jour-là il est fait pour que vous puissiez vous occuper et faire passer le meilleur moment aux amateurs, que vous jouez bien ou jouez mal. Si vous arrivez en plus à faire passer une bonne journée à un amateur alors que vous ne faites pas une bonne journée de golf pour vous, c'est que vous avez vraiment compris l'intérêt d'un pro-am. Effectivement, tout le monde ne joue pas -7, -8 sur tous les pro-am, même les meilleurs joueurs du monde. Mais si vous avez réussi à faire passer une bonne journée, que vous avez réussi à aider sur plus du management de partie, sur quelques conseils, sur le fait d'être convivial, le fait de relativiser quand vous voyez des personnes qui sont en train de se perdre parce qu'ils s'énervent, tout ça, c'est des choses hyper importantes que nous, on demande vraiment aux pros de faire, les pros qui viennent jouer nos programmes, que nous, on aime faire. Et je vais vraiment le mettre de différent dans les programmes. Il y a les programmes, tous ceux-là qui sont là au cours de l'année que vous pouvez jouer. Et après, il y a les programmes du Tour européen. Ça, c'est encore autre chose. Et Seb en parlera beaucoup mieux que moi. Mais là, vous jouez avec quelqu'un. Alors parfois, vous pouvez trouver sur des profils qui vont s'occuper de vous et être très sympas. Mais là, la personne, elle est en train de faire une dernière préparation de son parcours. Donc, elle n'est pas forcément là pour s'occuper de vous. Elle est là pour vous montrer qu'elle joue bien
au golf, elle n'est pas quelqu'un qui transmet forcément des messages. C'est de moins en moins vrai, mais malgré tout, on peut tomber. Et Seb, tu reprendras la parole parce que tu as dû le vivre et le voir en tout cas. Mais elle est là pour pas être là. Ouais. C'est qu'elle est là parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Elle n'est pas payée, elle préférerait être en train de se reposer pour préparer son tournoi qui commence le lendemain. Donc elle se sert de ce programme pour continuer à faire un petit peu de reconnaissance, mais elle est surtout là pour pas être là. Et elle est là parce cette personne-là, elle est là parce qu'elle est obligée. Donc c'est, je pense, une expérience inoubliable en termes de niveau de jeu et en termes d'ambiance d'être là sur un programme du Tour européen. Mais c'est assez rare les personnes qui disent « Waouh, on a passé 18 trous avec un pro sur un programme du Tour européen. » Et là où ça s'est magnifiquement bien passé, c'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare en tout cas. Ouais. Il n'y a pas le côté convivial. Là, il y a vraiment le côté sportif de voir quelqu'un en train de faire son métier. Ce qui est une expérience fabuleuse. Hein. Mais c'est, en tant qu'amateur, à ce moment-là, on viendrait plutôt dans cette idée-là de j'ai la chance de partager une partie avec quelqu'un qui est en train de préparer un tournoi pour le lendemain. Plus que spectateur, en fait. T'es spectateur Exactement. En interne, quoi. T'es dans les cordes, quoi. T'es dans les cordes et t'as la chance de pouvoir jouer une qualité de parcours qui va être jouée toute la semaine par les joueurs. Et en plus, ça te permet de dire « Ah bah tiens, moi j'ai fait ça. Ah ouais, non mais c'est vrai que ce trou, il est super dur. Ah ouais, mais le rough, je me rends vraiment compte en fait que c'est pas celui que j'imaginais quand je regardais devant la télé. » Voilà, c'est vraiment de se rendre compte, de prendre une petite claque sur le dire « Ah ouais, en fait, les mecs, ils jouent encore mieux que ce que je pensais. » Et en plus, en général, le parcours du mercredi est plus facile que le parcours du dimanche. Ouais. Donc ça, voilà, vraiment différencier les deux, et surtout aussi pour les pros, parce que c'est deux moments différents. Les gens, et quand ils viennent en pro-am, ils prennent une journée de leur temps, ils posent une journée, ils viennent jouer le pro-am, ils sont là pour passer un bon moment. Et je dis ça parce que nous, on le voit avec les entreprises qui avant organisaient des programmes pour leurs clients, etc., ils sont moins en moins friands en fait, d'organiser ces genres d'événements à cause de ça, à cause de certaines personnes qui se comportent, certains pros, qui ne jouent pas le jeu en fait, et qui n'ont pas compris leur rôle en fait, dans cette journée-là. Et parfois parce qu'il y a un petit score pro avec 150 € à prendre en plus et qui commence à se monter la tête en essayant de faire le meilleur score, oui, et puis de s'énerver parce qu'ils n'y arrivent pas. Et voilà, et donc il faut oublier en fait ça. Nous, c'est pour ça qu'on ne met pas de score pro, comme ça il n'y a pas de problème. On essaie de mieux les payer aussi pour justement qu'il n'y ait pas cette envie de gagner plus d'argent. Le but, c'est de faire passer un moment convivial, un moment bénéfique pour les personnes qui sont là. Écoutez, merci les gars pour ce moment en équipe. Et on va clôturer avec j'allais dire merci surtout à Golf Planet, notre partenaire 100% golf, mais surtout 100% média et 100% média digital. Vous pouvez retrouver absolument toute l'info internationale, française, celle des tontons golfeurs sur l'application et sur la newsletter. Application parfaitement gratuite, newsletter aussi. Il suffit de s'inscrire et vous serez toujours au courant de toutes les dernières infos. Un grand merci également à Callaway qui est présent pour nous depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité des nouveautés sur leur site internet ou dans votre Pro Shop préféré. Et un grand merci à Wally Club Maker pour toute son aide sur les montages, sur les réseaux sociaux et vous pouvez les retrouver dans les différents shops qu'ils ont, les différents fitting centers, pour vous équiper au mieux pour votre saison. Merci les gars, encore une fois, pour cet épisode, le 39e si je ne m'abuse, comme tu as dit Kevin au début. Exactement. Merci beaucoup. Un petit épisode posé sur les formules de double, hyper sympa, hyper ludique, pour pouvoir toujours vous aider à encore plus vous amuser dans ce jeu que nous aimons tant. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, à chaque fois @lestonsgolfeurs. Vous pouvez aussi nous écrire par mail lestonsgolfeurs@gmail.com. Vous pouvez nous noter, nous donner des étoiles, 5 de préférence bien évidemment, des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir et on les lit et on vous répond. Donc n'hésitez surtout pas et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le 40e épisode des Tontons Golfeurs. Salut les boys. Salut les gars.